Merci Kiran. Bonjour à toutes et à tous. Merci de ton invitation, de ta présentation. Voilà, donc je vais essayer de m'introduire dans ce j'allais dire débat, mais non. Plus près du micro, Isabelle. Dans cette conversation sur le sujet que tu nous as proposé. Avant, je voulais me présenter. Je suis docteur Isabelle Nègre, je suis de formation anesthésiste réanimateur et algologue, c'est-à-dire que je m'occupe du traitement de la douleur aiguë chronique. J'ai fondé un centre antidouleur à l'hôpital Bicêtre et comme disait Kiran, essayer de diffuser, puisque dans le centre antidouleur on pratique la santé intégrative, essayer de diffuser les idées auprès des étudiants avec des diplômes universitaires d'hypnose, de pratiques psychocorporelles où on a fait un Deus Stress au retour d'un voyage en Inde. Alors, comme d'habitude, chaque thématique de Kiran est un challenge, c'est-à-dire je ne comprends rien au titre. D'accord. Donc, déjà d'emblée, je vais dire merci Kiran. Ça m'a permis de réfléchir un peu. On est dans le dedans, le dehors et le grand tout. Et donc vous avez 20 minutes. Voilà. Bon. Donc, on va essayer de recadrer le débat à ma pratique, la douleur. Et vous verrez qu'il y a quelques échos d'ailleurs. Alors, déjà, donc on a dit le dedans, le dehors, donc il y a une balance, il y a du mouvement, voilà. Alors, je dis, je vais déjà commencer par moi. Bon, depuis juillet, alors voilà, depuis juillet, c'était super, c'est-à-dire j'ai tout le temps pour moi, je suis en vacances maintenant, puisque je suis retraitée depuis le 1er juillet, j'ai pris dans la maison de campagne 10 kilos de bouquins sérieux. Je disais, allez, luxe, calme et volupté, on va faire des photos de nature, et puis l'éducation de Ouran, vous voyez qu'il a un peu besoin d'éducation. Et voilà, en fait, pendant ces 2 mois, j'ai eu 1 mois et demi de nains, de 4 ans à 10 ans, d'accord, avec les parents qui sont affamés tout le temps, ça mange toutes les 2 heures. Ensuite, les parents épuisés qui arrivaient, donc il fallait les servir. Donc j'étais à la cuisine. Mon équipe qui me regrette, qui m'appelait sans arrêt en larmes. Le plafond à finir, un plafond à 5 mètres de haut. Bon voilà, avec l'échafaudage. Et donc j'ai lu des polars sur la liseuse, en prenant un peu de Stinox le soir. Voilà, c'est un peu... Alors, partant de ça, on va prendre des définitions. Donc, holistique, vous connaissez. Bien sûr, c'est la connaissance de la personne dans son environnement, dans son tout, puisque l'être humain n'est pas divisible en ses différentes parties. Et donc, si je comprends bien la suggestion de Kiran, la balance holistique, c'est un va-et-vient intérieur du particulier au général et vice-versa. Bon. Alors, je me suis dit, je vais faire un petit point interne, voir où est ma balance. Donc déjà, voilà, il faut voir si la balance pèse juste. Ça a des échos avec ce que vous venez d'entendre. Il y a 3 choses à vérifier. Donc le cœur, donc ça allait parce que j'étais entourée de gens aimants. Par contre, au niveau du corps, je vous dis pas quoi. On prépare à 6h du matin les légumes. Après, pendant qu'ils dorment, on va à l'échafaudage en 5 mètres de haut. Après, on redescend pour faire le petit déjeuner. Après, on remonte parce que le pinceau va sécher. Après, il faut redescendre. Voilà. D'accord ?
Et puis du coup, ben on pense qu'à ça. Et donc, je me suis fait faire une IRM à la rentrée pour voir où en était mon esprit. Et là, je n'ai pas vraiment progressé pendant ces 2 mois. Donc, soyez magnanime, ne m'en demandez pas trop, d'accord ? Si vous avez des questions, faites-les courtes, brèves, et avec des réponses possibles. Alors ça, c'était le point interne. Après, le point externe, on pourrait dire que, en fait, tout va bien. Vraiment, tout va bien. Tout va très bien. Tout va très bien. Vraiment. Tout est nickel. D'accord ? Donc ça aussi, je veux dire que ça influe, hein, évidemment, sur nos pensées et sur ce que enfin, je veux dire, ça remue pas mal de boue. Ce que le collègue précédent disait. Revenons à la douleur chronique. En fait, la douleur chronique, c'est une douleur qui dure plus de 3 à 6 mois, mais parfois 10-15 ans. Hein, et donc, ça entraîne un manque de sommeil, des conflits, l'irritation, on rumine, on s'absente du boulot. Il y a la souffrance qui est, je dirais, l'aspect plutôt psychologique de ça, et puis la culpabilité, je suis nulle parce que je devrais résister, etc. On est fatigué et on ne tolère rien, on reste à la maison. Dès qu'il y a une nouvelle douleur, eh bien, on s'inquiète. Du coup, on perd l'emploi, on a des problèmes financiers, etc. Alors ça fait rire, mais vous comprenez bien qu'en fait, il vaut mieux prendre de patients en charge là que là, oui, parce que sinon là, on est obligé, et c'est pour ça que ce sont des prises en charge longues. Et que quand on nous dit, vous savez, dans le centre antidouleur, qu'est labellisé, il faut qu'on voit un patient moins de 2,4 fois par an. Donc voilà quoi. Vous avez 2 consultations et demie pour faire tout le chemin inverse. Et donc, en fait, ça touche, en fait, vous voyez bien que ça touche l'intime, que ça touche le social et que ça touche également l'existentiel. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce qu'en fait, tel qu'on nous l'apprend, la douleur, on isole le corps, c'est somatique, il y a le disease versus le illness, la sensation du patient et son expérience. C'est avoir mal et être mal. Et souvent, c'est concomitant. Mais en fait, en règle générale, on va expliquer au patient ce qu'il a, d'accord ? C'est pas lui, parce qu'on lui accorde un rôle secondaire et son expérience finalement ne compte pas. En gros, c'est ça. Ce sont des abrutis en fait. Alors que tel qu'on la ressent, c'est Claire Marin, qui est une philosophe et qui est atteinte d'une maladie chronique. Elle raconte bien dans ses livres que ça perturbe tous les aspects de sa vie. Sexualité, vie quotidienne, sommeil, vie professionnelle, perte de confiance et perte de l'estime de soi, à l'éloignement, à l'infirmerie. Donc comment est-ce qu'on peut faire ? Alors le problème, c'est que je m'adresse à une assistante qui est convertie. Vous êtes averti de tout ce que vous faites, évidemment. Mais ce n'est pas le cas des patients. Alors, on a parlé hier, on a dit beaucoup de mal des médecins qui sont pas favorables à l'abord intégratif, mais les patients non plus. Donc, comment on va faire ? D'accord ? On a vu hier dans le film de Christine Bellon que ils sont tous contents, évidemment c'est très positif, mais les patients quand ils arrivent n'ont pas cette demande. Oui, excusez-moi, j'ai pas fini la diapo, mais parce que, évidemment, dans notre culture occidentale, on va dire française, parce que le dualisme règne encore. Hein. C'est vraiment Descartes, et on a beaucoup de mal avec ce dualisme. Ce qui fait que, en fait, la douleur est associée au corps, la souffrance à la psyché. Et donc, pour un médecin ou la prise en charge globale, c'est
de donner des médicaments et d'envoyer le patient chez le psy. Vous voyez? Donc c'est ça la prise en charge globale. Donc on voit bien que ça marche pas. Alors, enfin que ça marche pas, qu'il y a un petit problème. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir passer ce message? Donc il y a comme suggéré Kiran, la balance in-out, vous voyez. Donc il y a un mouvement qui est nécessaire. Mais les obstacles, alors ils ne sont pas tous là, hein, mais que j'ai pu noter dans ma pratique, c'est que d'abord, tout est focalisé sur les symptômes, et qu'il y a une demande somatique. J'ai mal à l'épaule, au ventre, au genou, mais c'est là. Donc si vous touchez l'épaule alors que j'ai mal au genou, c'est que vous n'y êtes pas. D'accord? Donc il y a une demande réellement somatique. Et puis les gens, alors que vous voyez la nuance de la pensée indienne, eh bien, ont la certitude qu'ils ont une personnalité monolithique. Je suis comme ça, d'accord? Donc moi, je suis colérique, je suis comme ça. Et donc du coup, c'est une énorme résistance au changement, parce qu'on ne peut pas changer. Je suis comme ça, voilà. Et puis, il y a une sécularisation très nette, évidemment, dans la société, encore que regardez ce qui se passe outre-Atlantique, c'est quand même... ça revient, mais il y a une forte empreinte judéo-chrétienne dans notre façon de penser. Et il y a une perte du symbolique. Quand vous allez en Inde, vous avez des petits temples partout. Ça ne veut pas dire que vous êtes croyant, mais que le symbolique et le sacré sont introduits et font partie de la réalité quotidienne. Et puis, la pensée contemporaine est binaire. C'est oui ou non. Et évidemment, en plus, comme autre difficulté, c'est que l'algologue est en bout de chaîne. Si ça fait 5, 6 ans, 7 ans que le patient a mal, il a vu 10 000 médecins ou 10 000 personnes. Mais voilà, il faut rester humble. Alors, du coup, je me suis dit, mais enfin, ça fait longtemps que je réfléchis à ça, mais comment faire, comment trouver un levier pour éveiller ces gens, c'est-à-dire qu'ils abordent les choses d'une façon moins étroite. Alors, il y a une notion qui est assez intéressante qui s'appelle le locus de contrôle. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, c'est une théorisation psychologique. C'est la façon dont les individus perçoivent l'origine des événements qui ont influencé leur vie. Bon. Et alors, c'est un lieu symbolique entre deux extrêmes. Le locus interne, ça veut dire que tout vient de moi, et le locus externe, tout vient de l'extérieur. Donc c'est très utilisé en psychologie. Alors je vous ai mis en gras des choses qui montrent quand même qu'il y a un a priori, c'est-à-dire c'est la perception de la maîtrise. Déjà, c'est chaud quand même, vous voyez. Alors que, on pourrait se trouver un autre mot, et c'est la maîtrise interne ou la maîtrise externe. En fait, il n'y a pas de maîtrise, c'est là où on est. Bon. Et ils disent que c'est structurant et stable, donc on ne bouge pas. Donc vous voyez déjà dans les théorisations, je dirais, psychologiques, voilà, il y a des termes qui montrent qu'on n'est pas comme les Indiens dans l'impermanence et le mouvement. Alors ça peut être modifié par des événements majeurs. Moi j'aime bien Geluck, c'est un grand philosophe, peut-être que vous connaissez. Pour ceux qui ne voient pas, c'est un trèfle à 4 feuilles, ça porte chance à celui qui le trouve, à celui qui le cueille, à celui qui le reçoit, à celui qui le conserve. Finalement, il n'y a que le trèfle lui-même que ça ne réussit pas. Alors, du coup, voilà, ça peut être utile. Moi, je l'utilise pour objectiver une situation. Il y a des échelles, des questionnaires où on va voir si, dans quel locus le patient se trouve. Alors, c'est très utilisé, vous savez, pour le coaching des entreprises. En fait, là, dans le cadre de la douleur et médicale,
et dans le cadre du coaching, c'est expliqué d'une façon très positive. Mais dans le cadre médical, c'est souvent négatif. C'est-à-dire, je me sens responsable des échecs. Et donc, autant on dit que ces gens-là sont plus actifs, en termes, quand ils sont dans un locus interne, je dirais, ils sont plus inactifs et moins motivés. Puisque je suis monolithique et que je suis comme ça, il n'y a aucune raison que ça change. Et puis, de toute façon, je ne changerai pas puisque je suis nulle. On m'a toujours dit que j'étais conne, donc voilà. Et le locus externe, et donc c'est l'inverse, c'est la faute des autres. Et donc, voilà, et donc ça favorise la victimisation, ce que le collègue tout à l'heure a évoqué. Et donc, par exemple, un accident ou une séquelle douloureuse de chirurgie, c'est dans le locus interne, mais pourquoi je suis allée me faire opérer quand même? Et dans l'autre, c'est cet abruti de chirurgien. Et donc, là, je vous ai mis en bas, évidemment, la déesse Maat égyptienne, qui est la déesse de l'harmonie, et que le but, en fait, c'est de peut-être trouver et faire bouger les gens. Donc, quelquefois, en faisant le questionnaire, les gens se disent, alors qu'ils croient qu'ils sont comme ça, etc., et ils voient qu'ils sont à 80% locus externe. Ils disent, ah ouais, ça veut dire qu'à 80%, c'est l'opinion des autres, ou ce que les autres pensent d'eux, qui détermine leurs actions. Alors, ça les fait sursauter. Ça peut être un levier que moi j'utilise parfois. Ensuite, pardon. Ensuite, il y a d'autres composantes chez les patients, en tout cas je dis en France, et qui est très fréquent. C'est la culpabilité. Et donc, tout le monde se sent coupable, et moi j'attribue ça au péché originel. Et donc, vous connaissez tous le péché originel? Oui? Toi? Manger la pomme. Voilà, Ève, la pomme, on est chassé du paradis, et après, ben voilà, faut ramer pour racheter ce péché originel. Et cette culpabilité, elle est très très fréquente. Je me rappelle d'une entrevue avec un haut personnage en Inde, on parlait de ça, je disais, bah, c'est la culpabilité, l'idéalisation. Culpabilité, il me dit c'est quoi? Donc j'essaie, un anglais difficile, et Kiran vient à mon aide et parle de... Il parle, et en fait le type a un mot, il avait pas... En sanskrit, le mot culpabilité n'existe pas. Et donc vous voyez qu'il y a une civilisation de plusieurs millénaires qui s'est construite sans culpabilité, sans idée de culpabilité. Alors que nous, on rame, d'accord? Et puis il y a l'idéalisation, c'est-à-dire c'est la Jérusalem céleste. La vie sur terre, c'est nul, c'est la Jérusalem céleste. C'est mieux, beaucoup mieux. Et donc, pour rester dans ce lieu, il faut être pur et sans faute, dit Saint Jean. Donc vous voyez que c'est impossible, puisque on n'a jamais fini de racheter le péché originel. D'accord? Voilà la Jérusalem céleste. Et donc, voilà, on peut se demander, est-ce qu'il y a une vie avant la mort? Il y a d'autres constantes, différences par rapport à la culture indienne, c'est, je dirais, l'immobilité. Quand vous voyez ici, voilà, une image anatomique du corps humain, normal, statique, et en fait, quand vous allez en Inde, tout est, même l'anatomie, en fait, c'est des bons hommes dans des positions différentes qui simulent le mouvement. Donc là encore, voilà. Et donc, du coup, tout ce que vous racontez depuis hier et qui est formidable, mais quand on le confronte, quand je parle à un Indien de tout ce que je viens de dire, ben lui, il ne comprend pas. Parce que là, il se marre. La version holistique, elle est hors d'atteinte de la plupart des patients. Ils ne comprennent pas. Et la pensée indienne, ils ne comprennent pas, c'est trop loin. Alors, du coup, comment faire pour aider les patients et comment faire ce lien pour que les personnes puissent s'ouvrir davantage? Alors, il y a ce schéma que je vous montre assez
fréquemment. Donc là, il y a deux conceptualisations, si vous voulez, la pensée binaire, c'est la nôtre. C'est élaboré sur cadavre, c'est statique, c'est mécaniste, c'est-à-dire c'est un organe, et c'est pas l'autre. Il y a un récepteur avec une cible, enfin un médicament avec une cible sur un récepteur, ça n'a pas de sens, séparation corps-esprit, etc. Vous voyez, j'aime bien ça. Et alors que l'autre, eh bien évidemment, la pensée non binaire, c'est un équilibre global, holistique, etc., avec l'union corps-esprit sur l'énergie. Alors comment sortir du binaire? C'est compliqué. Pourtant, en fait, il y a plein de courants de pensée ternaires. Donc déjà, la Trinité chrétienne, on peut leur rappeler, mais comme il y a une sécularisation, les gens ne savent pas, c'est-à-dire il y a Dieu et Jésus et le Saint-Esprit qui est celui qui assure le lien, d'accord? Et la pensée ternaire est structurante. Il y a les trois joyeux bouddhistes, le Tribhuti hindou, en Ayurveda également. Il y a la quadrature du cercle avec Léonard de Vinci, Freud évidemment, avec le ça, le moi et le surmoi. Donc la pensée ternaire est une pensée structurante. Alors, comment on fait sortir du binaire? D'abord, vous voyez, eux, ils ont découvert ça depuis longtemps quand même. Hein. Donc l'interdépendance. Et moi, j'utilise la pensée paradoxale. Vous allez voir, l'humour et la joie. Alors bien sûr, il n'y a pas que ça. J'ai que 20 minutes pour faire le dedans, le dehors et le grand tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'alliance thérapeutique, l'empathie, le mouvement, l'hypnose, enfin tout ça, bien sûr. Et donc, la pensée paradoxale, en fait, ça a été élaboré par l'école de Palo Alto, Paul Watzlawick, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a pour les médecins ou les soignants, psy, etc., un livre que moi j'ai lu il y a 30 ans. Alors oui, c'est Changement, paradoxe et psychothérapie, qui a un vrai bouquin, je dirais, théorique, et en plus, après, pour rigoler, c'est Comment réussir à échouer. Et faites vous-même votre malheur. Et donc, c'est des petits bouquins vraiment sympas qui peuvent éveiller, que moi, je demande aux patients d'acheter pour les lire, et ça les fait rire, mais ça ouvre. C'est-à-dire que la pensée paradoxale est un puissant stimulant pour la réflexion. Et donc, le problème, ce que dit Watzlawick, le problème, c'est la solution. C'est-à-dire que la personne est exposée à une difficulté, va essayer de trouver une solution qui est toujours dans le même cadre de pensée, et ce qui va aggraver le problème. Et donc, le but, c'est d'arriver à détourner de cette solution pour qu'il gagne un espace de liberté. Alors, on peut faire des scénarios, j'ai pas le temps.